Donc, bonjour à toi, cher serial buteur, cher serial confiné. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première FAQ, première foire aux questions de cette chaîne. Il y en aura une prochaine lorsqu'on atteindra la barre, le cap symbolique des 1000 abonnés, ce qui est bientôt le cas. Donc, si jamais tu veux participer et aider, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner, sur la petite cloche qui va bien. On se retrouve pour la première FAQ. En fait, il y a quelques mois, j'avais publié une vidéo où je disais avoir besoin de toi. D'ailleurs, je pense que c'était le titre, avec un questionnaire joint. En fait, c'était un questionnaire pour un petit peu mieux connaître la communauté des serial buteurs, connaître un petit peu les âges, les besoins, les questions, etc. Et il y a eu plus de 114 ou 115 buteurs qui ont participé à ce questionnaire. Et il y avait un item qui disait qu'il y avait une question libre que vous voulez me poser, ou si jamais vous voulez la poser un peu à un joueur professionnel. Bon, là je ne l'ai pas sous la main, j'ai pas de joueur professionnel en interview de prévu vu que c'est le confinement. Mais on va prendre cette liste là. D'ailleurs, ce grand questionnaire m'a permis de mettre au point un projet de formation vidéo qui va voir bientôt le jour quand le confinement sera levé, pour que je puisse aller tourner et finaliser tout ça. Ceux qui sont déjà abonnés à ma newsletter sont au courant un peu du thème et des modalités. Si toi aussi tu veux être au courant comme ça, tu cliques sur le premier lien en description. Il y aura 5 vidéos bonus et tu seras inscrit à la newsletter. Donc il y a un mail par semaine grand maximum, hors épisode exceptionnel, style sortie de formation ou sortie de produit. Donc on va commencer tout de suite avec la toute première question. Alors, elle se recoupe souvent beaucoup. Je ne les ai pas toutes lues, parce qu'il doit y avoir un certain nombre, donc la vidéo va être longue. Je te conseille de t'installer confortablement, de prendre un verre d'eau, coca ou que sais-je encore. Pour profiter de cette vidéo comme il se doit, comme je disais, j'ai pas lu toutes les questions. Certaines vont se répéter, donc j'essaierai à chaque fois d'agrémenter suivant l'angle de la question qui m'est posée. Et la toute première, c'est comment gagner de la puissance. Alors, comment gagner de la puissance, c'est entre guillemets assez simple. Il va falloir avoir une technique stabilisée, c'est-à-dire qui ne bouge pas trop, qui est forcément un minimum efficace. C'est-à-dire que vous contrôlez votre trajectoire de balle. Et pour être plus puissant, on aurait tendance à dire qu'il faut forcer, mettre un peu plus de muscle, limite avoir un programme de musculation pour être plus puissant. Ce n'est pas forcément le cas. Ce qui compte beaucoup, c'est l'amplitude du mouvement. Donc soit on augmente l'amplitude avec des petits programmes d'étirement, mais ce qui est vraiment le plus efficace, c'est de pouvoir rajouter de l'intensité dans la frappe. Et l'intensité, ce n'est pas par la force, par le muscle, mais c'est par la vitesse. Vous regarderez, produire un swing de golf, produire un service de tennis, si vous forcez, c'est échouer. Il y a beaucoup de relâchement et finalement beaucoup de vitesse dans ces gestes-là qui peuvent produire effectivement beaucoup de puissance. Donc avoir une technique stabilisée et pouvoir rajouter de la vitesse sans se dérégler techniquement. Mais d'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet, un peu sur les points techniques plus précisément. Je mettrai une fiche en haut de l'écran, là ou là, je ne sais plus. Donc, deuxième question, dois-je continuer avec ma technique de frappe? Alors là, simple question, sachant que je n'ai pas d'image ou de vidéo, je ne peux pas vraiment te répondre à cette question. Donc si jamais tu veux m'envoyer des vidéos pour que je fasse une revue rapide, une analyse rapide, ça se passe plus facilement sur mon Instagram, en description, avec une question comme ça, sans base de données, je ne peux pas analyser, je ne peux pas trop répondre. Alors, comment avoir plus de puissance, les exercices à faire, merci. Alors, j'ai répondu il n'y a pas si longtemps que ça. Rajouter de la vitesse, être plus puissant, les exercices à faire, mais il y a tous les exercices en fait du G-Swing qui permettent de vraiment inscrire les mouvements du corps, donc le pied de frappe, mais aussi le mouvement général du corps, vers l'avant, vers la cible. Si vous terminez en déviant trop, si vous terminez sur les talons, vous perdez de la traversée, vous perdez de l'énergie cinétique, donc vous perdez de la puissance. Donc les exercices de G-Swing, de traversée en avant, de traversée de porte, avec encore une fois une technique qui se concentre vraiment vers la cible. Si vous vous délitez un peu dans tous les sens, sur le côté, en arrière, ça ne marchera pas. Alors, comment être plus régulier?
Comment être plus régulier? Ben, tout simplement, alors comment être plus régulier? Comment être plus régulier? Ben, en s'entraînant régulièrement et en travaillant sa technique via des skills, des exercices techniques régulièrement. C'est-à-dire que même les plus grands buteurs mondiaux ont toujours travaillé des petits exos techniques pour soit se mettre en route, soit progresser techniquement. Après, voilà, c'est une question assez large. Ma réponse est assez large. On va continuer. Comment gérer la pression efficacement en match? Comment gérer la pression efficacement en match? D'ailleurs, pour la gérer efficacement en match, il faut la gérer efficacement à l'entraînement. J'ai déjà fait des vidéos sur le mental, sur la pression, sur le défi de fin de séance. Je vous encourage, moi, en fin de séance, en fin d'entraînement, de vous challenger, de vous mettre un petit peu sous pression avec 1 à 2 données maximum du match qui vous déstabilisent. Par exemple, je ne sais pas si le bruit vous déstabilise en match via les supporters qui vous chambrent. Et bien, à l'entraînement, à la fin de votre entraînement, vous, avec un copain, avec un autre buteur, vous mettez à deux et vous faites en sorte de buter pendant qu'il vous parle, qu'il vous chambre, qu'il vous taquine. Et de le bosser à l'entraînement, mais ça permettra d'être plus prêt en match. Après, pour gérer la pression, on peut aussi s'entraîner à l'entraînement déjà, de bien être focus sur sa respiration, d'avoir un accès facile à ceci pour ne pas se laisser submerger par l'émotion, le stress et un peu l'apnée au moment de réaliser une frappe, un tir important. Et puis être focus sur ce qu'on fait. Donc qu'est-ce que vous visez en tant que cible? Qu'est-ce que vous visez comme cible sur le ballon? Si vous êtes très focus sur ces deux cibles, et le ballon et votre cible finale, vous n'allez pas vous éparpiller et puis vous serez juste concentré et non pas sous pression. Ça permet de décaler un petit peu. Je remettrai une fiche en l'écran sur les différentes vidéos, donc introduction au mental, comment mettre en place un défi de fin de séance en complément de cette réponse. Alors, comment devenir donc précis, j'imagine, précis en coin. Comment devenir précis en coin? Tout simplement en s'entraînant en coin, mais sur des tirs entre guillemets encore plus précis. C'est-à-dire si, par exemple en coin, on pense souvent à 22 mètres ligne de touche ou 22,5, mais ce qui peut être intéressant, c'est de s'entraîner à 5 mètres de la ligne de touche. Je mettrai une photo. Et de viser sur un angle très, très fermé et de s'entraîner à la réussir dans ce cas-là. Si vous réussissez beaucoup dans le tir, ce fameux tir 5x5, vous réussirez aussi 22 lignes de touche. Voilà. Et pour être précis en coin, il faut avoir encore une fois une technique stabilisée et une trajectoire de balle régulière. Si un coup elle part tout droit, un coup vous faites un gros effet comme ça, un coup ça a une saucisse à gauche, il y a certainement des points techniques à corriger. Alors, quels étirements? Bon, la question est assez courte, assez concise. Quels étirements? Ça dépend pourquoi, quels objectifs. Quelques étirements, alors, avant l'entraînement, de moins en moins de gens le font, je pense à juste titre. Après les entraînements, les étirements, c'est encore sujet à polémique. C'est toi qui as ouvert cette polémique là. Certains disent qu'il ne faut surtout pas s'étirer après l'entraînement. Certains disent qu'on peut le faire, mais sur des étirements très doux, où ça tire très peu, sur pas beaucoup de temps, etc. Pour pas léser encore plus le muscle qui vient de travailler. Tous les étirements en fait qui vont permettre au buteur de gagner de l'amplitude. Donc étirement au niveau de la chaîne postérieure, donc mollet, ischio et même la chaîne postérieure au niveau de la colonne. Des bons étirements au niveau des quadriceps. Et puis en complément des étirements au niveau du psoas et de la hanche, en fait, de la zone de l'aine. Vous tapez sur YouTube étirements et la zone concernée, il y a plein de petites routines, et notamment par des personnes françaises qui le font, qui sont tout à fait, il me semble, propices. Après, le tout, c'est de le tenir régulièrement. Si c'est 10 minutes, c'est 10 minutes tous les jours. C'est pas je fais une fois 1 heure et puis après j'y reviens un mois après. C'est la répétition qui va permettre de gagner en souplesse. C'est vrai que c'est un thème que j'ai pas trop abordé sur ma chaîne. C'est peut-être pas un plus grand domaine de compétences, même si j'ai eu beaucoup à en faire,
Mais j'essaierai peut-être de régler ça. Alors, comment ne pas oublier un élément, entre parenthèses, traversée, équilibre du bras, mouvement en J, etc. Alors, comment ne rien oublier pendant la frappe? Le meilleur moyen de louper une frappe, c'est d'essayer de penser à tout, en fait, de dire au moment de s'élancer, mon bras il va être là, ma jambe va être là, et finalement on est focus, on est éparpillé sur trop de choses, donc on perd en efficacité, on perd en qualité de concentration. Donc le tout c'est de savoir, dans tous ces éléments-là, qui sont souvent des fondamentaux, comme la question vient de citer, donc traversée, mouvement J, l'équilibre du bras, donc je pense que c'est le bras d'appel, tout ça c'est des fondamentaux. Comment ne rien oublier? Il faut déjà prioriser. Par exemple, personnellement, je sais que le mouvement en J, le mouvement de jambe de traversée, si j'y pense très fort, ça m'aide sur ma frappe. Si je pense à mon bras d'appel, il n'y a pas trop de différence après. Donc le tout c'est de savoir l'élément qui vous apporte le plus de confiance, le plus de réassurance et aussi le plus de régularité de frappe. Et puis voilà, après rien oublier, au fur et à mesure de la pratique, les éléments s'intègrent. Le bras d'appel, on y pense un peu au début, certains veulent le réajuster parfois un petit peu à 45 degrés, mais après on n'a plus trop besoin d'y penser. Par contre, mouvement J, traversée, ça c'est des éléments qu'on peut essayer de garder en tête. Il ne faut pas penser à tout, il faut penser à un élément ou deux intéressants lors de la frappe. Alors, question suivante, comment stabiliser son taux de réussite? Mais stabiliser son taux de réussite, ça dépend en fait de ce qui se passe en match. Soit vous êtes régulier à 70% et vous voulez augmenter à 80%, donc là il faut analyser les raisons de l'échec, soit vous manquez beaucoup de précision, donc il faut travailler la précision, soit vous manquez de puissance, il faut axer sur la puissance, et ça permettra de réussir de nouveaux tirs que vous échouez au passé avant. Après, si stabiliser son taux de réussite, si un coup c'est 100%, l'autre coup 50, 75, 30, de nouveau 100, là il y a un défaut effectivement de régularité, c'est les montagnes russes au niveau du pourcentage. Et pour essayer de stabiliser ça, il faut d'ailleurs d'abord être sûr que les éléments que vous pouvez maîtriser, qui sont un peu sous votre responsabilité, tels que la technique et ce que vous produisez, sont réguliers. Si la technique, encore une fois, n'est pas régulière, votre taux ne sera jamais régulier. Donc, dans l'ordre, technique régulière, ensuite la trajectoire de balle doit être régulière, et ensuite on peut travailler soit la précision, soit la puissance. Et si jamais ça fait le yo-yo un peu en match au niveau des pourcentages, les montagnes russes, mais il faut s'intéresser à ce qu'il y a vraiment des jours 100, des jours où vous faites, je sais pas moi, 1 sur 5, et dans ce cas-là, il y a peut-être un souci au niveau de la pression, et je vous renvoie à ce que je disais au début de la vidéo concernant la pression, comment la gérer, l'appréhender et surtout l'intégrer à l'entraînement pour être plus prêt en match. Alors, comment puis-je faire... Ah pardon, j'ai perdu. Comment puis-je faire pour adopter une technique sûre et équilibrée, tant sur une transfo que sur un dégagement? Que ce soit pour la transformation, c'est-à-dire le tir au but, ou sur un dégagement, il faut prendre à chaque fois les éléments fondamentaux, les piliers de chacun de ces tirs, et il y en a en commun. C'est ça qui est pratique dans le jeu au pied. Par exemple, si vous travaillez le G-swing, ça s'applique en tir au but, ça s'applique en dégagement, ça s'applique en drop, donc c'est une donnée un peu transversale. Et c'est ça en général qui permet de, en appliquant le G-swing, c'est qu'un exemple, mais c'est vraiment la donnée transversale par excellence, de suite quand vous l'intégrez, d'augmenter en fait finalement dans tous les styles de coup de pied. Donc comment adopter une technique sûre et équilibrée, de prendre les fondamentaux de chacun de ces tirs, les travailler à chaque fois en début d'entraînement sur 5 ou 10 minutes, pour être sûr qu'ils sont bien intégrés, pour être sûr qu'ils soient bien intégrés, c'est-à-dire un peu une seconde nature pour vous, soit pour les faire progresser, et puis de s'entraîner régulièrement. Après, sur la transformation, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Le tir au but, j'ai pas mal traité le sujet. Sur le dégagement, c'est une idée de vidéo. J'essaierai de faire une vidéo spéciale, comment bien taper un dégagement avec quelques exos complémentaires quand je pourrai les tourner après le déconfinement. Comment être plus puissant? Bon. C'est fini ça, c'est terminé ça. Me montrer la zone exacte sur le pied avec lequel je dois taper le ballon.
Alors pour rappel, la zone exacte, c'est ce qu'on appelle le coup de pied, le pied dur. Pour les puristes, c'est censé être, je mettrai une image avec une petite croix dessus, ce sera beaucoup plus simple que de longues explications. Comment ne pas se frustrer en match après un tir manqué? Il y a plusieurs écoles. Il y a la méthode Andrew Mertens, donc ancien All Black. Ensuite, il est venu jouer en France, notamment au Racing. Et vous pouvez retrouver cette vidéo quand il était au Racing. Il dit voilà, quand moi je loupe en match, vu que je sais que j'ai plus de 50% de réussite, si je viens d'échouer, mathématiquement, théoriquement et de manière mathématiquement, si vous loupez un tir, ben, le suivant sera réussi. Le tout, c'est de un petit peu passer à autre chose, savoir que vous avez de toute façon de très fortes chances que vous ayez une nouvelle chance de tenter une pénalité. Vous pouvez passer quelques secondes à y penser pour essayer d'analyser si vous y arrivez ce qui a manqué. Par exemple, ben là, je sais, là j'ai senti que mon pied d'appui a glissé, que j'ai pas assez traversé, que j'ai pas assez avancé. Vous le notez pour vous-même. Point barre, vous passez à autre chose. Il y a des choses en match ensuite à faire. Et puis pour le prochain tir, mais vous essayez juste de corriger, de peut-être plus avancer si c'est ça qui a manqué. Le fait de ressasser, d'y repenser sans arrêt, sans forcément avoir à l'esprit, alors c'est un petit peu problème-solution, mais il faut gagner du temps en match et on n'a pas que ça à faire. Si vous passez du temps à y penser, trouvez le problème, réglez la solution. Ça ne sert à rien de réimaginer la frappe, à quoi vous avez pensé à ce moment-là, qu'est-ce que la balle a fait comme trajectoire, ensuite après les poteaux. Essayez d'être un peu plus pragmatique et si vous avez la force mentale de vous dire tant pis, la prochaine je sais qu'elle est pour moi et j'aurai une seconde chance, c'est tout bénef. Alors, est-ce qu'il faut arrêter? Ce n'est pas le jour où faut-il reprendre au départ et s'entraîner sur des positions faciles? Alors, quand ça se passe mal à l'entraînement, donc la question précédente parlait de frustration au match. La frustration est aussi présente à l'entraînement. Encore une fois, il y a plusieurs écoles. Moi, je vous recommande au début, quand vous sentez que ça commence à monter au niveau de la frustration, revenez sur des tirs faciles. Alors, des tirs faciles ne veut pas dire des tirs simplistes, 10 mètres face au poteau, mais déjà recentrez-vous par rapport à l'axe des poteaux et mettez-vous dans une zone où vous savez que vous n'avez pas de puissance à lâcher. Vous êtes dans votre zone de contrôle. Revenez sur ces tirs simples, par exemple, je sais pas moi, 25 mètres face au poteau, etc. Refaites une série simple, relâchez. Si ça ne revient toujours pas, deux choix s'offrent à vous, soit vous restez sur des tirs simples et vous travaillez sur ces positions-là qui sont aussi importantes à travailler parce que les positions simples, 25 mètres face au poteau, elles sont tellement simples qu'on ne les fait pas à l'entraînement et quand on y arrive en match, ben c'est tellement simple qu'on a peur de louper et de paraître ridicule. Donc ça peut être un bon moyen de passer un peu de temps sur ces positions-là. Soit vous rapprochez des poteaux, 15-18 mètres, et vous reprenez des exercices techniques pour restabiliser ce que vous produisez. Certains, ça va être des exercices techniques plus au niveau du pied d'appui, certains c'est plus au niveau de la traversée, de le G-swing. Donc après, c'est aussi à vous de vous connaître. Et si vous voulez savoir ce sur quoi vous avez besoin de travailler, vous pouvez commander un coaching, tout simplement. Donc voilà, repartir sur des positions faciles, voire sur un travail technique qui remet en confiance via un peu de ludique et des jeux où on se prend moins la tête, ou des frappes instinctives. Des frappes instinctives où vous posez votre balle, vous reculez et sans regarder les poteaux, sans réfléchir, vous reculez, vous avancez de suite et vous lâchez la jambe de frappe. C'est quelque chose que je propose très très souvent, mais notamment en coaching, et ça fait ses preuves. Alors, question suivante, comment mieux gérer le stress avant le tir au but durant le match? Les questions se recoupent un peu. La meilleure manière de gérer le stress avant le tir, c'est de vraiment être concentré. Être concentré, être focus. Être focus sur là où vous allez toucher déjà votre routine personnelle, vos pas, votre respiration, et ensuite de prendre une cible précise sur le ballon, la zone à contacter, une cible précise après les poteaux, ça fera deux cibles, vous serez focus et
moins distractible et moins sujet à la pression. Alors, la posture pour botter. Alors là, il n'y a pas de question, il n'y a pas de point d'interrogation. Bon, j'imagine c'est quelle est la bonne posture pour botter. La bonne posture pour botter de manière générale, donc au-delà du tir au but, ça va être une posture forte. Donc posture forte, comment on comprend ça? C'est une posture qui est gainée, qui est entre guillemets solide, avec un alignement entre tête et centre de gravité. Si je commence à décaler ma tête, vous voyez que là mon buste se penche, là je ne pourrai pas lâcher de la puissance. Mon tir va suivre l'orientation de mon corps, donc ça ne va pas être bon. Donc une posture le plus longtemps possible et surtout dans l'après-frappe, parce qu'avant la frappe et pendant la frappe, souvent tout le monde arrive à être à peu près stable, à peu près fort, bien ancré, et puis après ça tourne, ça s'affaisse, ça se relève, pas bon. Donc posture forte, tchac, vous bottez et vous continuez à avancer. Et de manière générale pour le drop aussi. Pour le drop aussi, une posture axée. Et puis une bonne posture pour botter, c'est une posture qui est orientée. Mais ça, je l'ai déjà abordé dans quelques vidéos et c'est un peu compliqué à expliquer sans image. Alors, comment dropper en match? D'ailleurs, il faut avoir un petit peu il faut être en bonne posture, se reculer un peu pour éviter la charge des adversaires. Il faut avoir un petit peu cette audace-là. Il faut avoir un petit peu d'audace pour tenter les drops en match. Et puis, comment dropper en match? Il y a plusieurs fondamentaux. J'ai déjà fait une vidéo assez complète à ce sujet qui a, je crois, plus de 1000 vues, donc c'est quand même positif, c'est chouette. Je la mettrai, toujours pareil, en haut. Comment puis-je m'entraîner tout en n'ayant pas de terrain à proximité de chez moi? Bonne question. Alors, pas de terrain, est-ce qu'il y a un bout de jardin? Je ne sais pas. En soi, quand moi j'étais en manque de terrain, je faisais en sorte de trouver dans des endroits un peu déserts, style des parkings ou des terrains de pala, là, ces grands murs où on peut faire de la pelote basque, où je me suis entraîné dans ces conditions-là sur du bitume, avec des chaussures sans crampons, avec des chaussures de sport. Ça marche aussi. L'essentiel du tir au but, j'avoue que c'est quand même chouette de voir sa balle passer et bien passer entre les poteaux, mais pour être fort, il faut juste avoir une technique très solide, qui est régulière dans le temps, qui résiste aussi à la pression, mais avoir des trajectoires régulières. Bon, ça peut être des flèches, mais certains tirent plutôt en enroulé, et toutes ces choses-là, vous pouvez très bien le travailler sur un terrain de football, sur un parking, sécure, prenez pas de risque. Le terrain de votre Intermarché ou du Carrefour du coin le samedi matin, c'est pas le bon deal. Mais vous m'avez compris, je pense. Alors, comment organiser sa semaine d'entraînement? Alors, c'est une très bonne question. C'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler parce que ça va dépendre du niveau du buteur, son taux de réussite, de ses objectifs, du moment de la saison, etc. Donc j'essaie de le travailler ça dans le prochain gros projet dont je parlais au tout début de cette vidéo. Comment organiser sa semaine d'entraînement? Pour pas en dire trop, essayer de faire en sorte que les séances d'entraînement soient structurées de plus en plus vers votre objectif en fin de semaine. Par exemple, c'est-à-dire par exemple sur une semaine, il faut, si jamais il y a match le dimanche, il faut que vos entraînements soient structurés pour vous amener vers l'objectif que vous voulez en match. Soit être plus puissant, soit être plus précis, soit taper des drops de partout, etc. Après, organiser sa semaine d'entraînement pendant l'été, c'est assez différent, c'est un peu plus au feeling. Mais ça, voilà. Je le développerai dans le prochain gros projet qui va sortir. Alors, quelle routine adopter? Alors, quelle routine adopter? Ça dépend de laquelle. Une routine avant les matchs, une routine juste avant l'entraînement. Pour moi, c'est ces deux moments clés où il doit y avoir des routines. Donc, juste avant le match, plus précisément juste avant l'échauffement collectif de votre match et avant votre entraînement, enfin au début de votre entraînement. À ces moments-là, il doit y avoir des routines. Elles ne seront pas identiques parce que ce n'est pas du tout le même contexte et la même temporalité, mais à ces deux moments-là, il doit y avoir des routines.
Alors quelle routine adopter? Ça dépend de chacun. Bonjour, je manque de puissance dans ma transformation. Peux-tu me trouver des échauffements et exercices évolutifs et adaptés? Merci. Alors, une question assez bien formulée. Alors, c'est un jeune buteur. Je sais que quand on est jeune, on cherche souvent à être plus... C'est assez valorisant d'être à 10, 12, 13 ans, 14 ans, à être assez puissant. Mais finalement, c'est en ne voulant pas travailler la précision, mais surtout la chose la plus fondamentale à cet âge-là, la solidité de la technique, qu'on gagne en puissance. Parce qu'à 10, 12, 13 ans, la technique n'est pas en place, ou très rarement chez des buteurs qui ont commencé plus tôt et qui sont assez doués. Mais de manière générale, à cet âge-là, préadolescence, adolescence, il y a encore pas mal de travail technique à faire et des éléments à stabiliser. Donc c'est en travaillant sur cette technique qu'on va gagner en puissance. C'est plus un effet secondaire que... Question suivante. Comment améliorer pour gagner en puissance? Bon, j'ai déjà essayé d'y répondre avant. Comment faire abstraction de ce qu'il y a autour? Ben, encore une fois, en étant concentré sur les choses sur lesquelles vous avez un effet, donc sur votre balle et sur votre cible à atteindre. Et pour faire abstraction de ce qu'il y a autour, il serait intéressant d'intégrer ce autour qui vous distrait en match lors de votre entraînement. Mais là, je ne fais que me répéter. Alors, comment réussir à garder la technique sur une longue durée? Alors, comment réussir à garder la technique sur une longue durée? Après, quand on travaille sa technique, on a sa propre routine, ses habitudes corporelles au niveau de la réalisation gestuelle du geste. C'est-à-dire qu'un coup, vous allez buter à votre façon, le dimanche d'après, vous n'allez pas avoir une technique qui tout d'un coup ressemble à celle de Owen Farrell, et le dimanche d'après, une technique qui ressemble à Dimitri Ajvili. Donc vous allez construire la vôtre en travaillant la technique. Sur une longue durée, il y a des changements. Hein. On voit des buteurs pros. Je l'ai montré dans ma dernière vidéo sur comment buter comme Johnny Wilkinson, qu'il a eu des ajustements de sa routine et de sa technique au fur et à mesure du temps. Donc, mais en soi, c'est stable. Il y a une base qui est stable. Si je vous vois buter à 20 ans et si je vous vois buter à 30 ans, je vais pouvoir reconnaître certaines similitudes. Il n'y a pas en général d'énormes révolutions, même si on change de tir, etc. Alors, comment gérer la météo? La météo, ça dépend de quoi, parce qu'il y a le vent, la pluie, la grêle, la chaleur. Gérer la météo en numéro 1, il y a le vent. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai déjà dit sur ma vidéo sur le vent. Je la mettrai encore une fois en haut, elle est assez complète, je vous encourage vivement à aller la voir. Donc le vent, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Pour gérer la pluie et notamment les terrains boueux, il faut juste prêter une attention particulière à la qualité de ses pas, sans chercher à s'ancrer au sol à 3000%, mais vu qu'il peut y avoir de la boue, vu que ça peut glisser, on ne s'amuse pas à faire des grands pas et on pourrait faire glisser son pied d'appui de manière incontrôlée. Et la meilleure manière de gérer la météo, c'est d'aller s'entraîner sous différentes météos. Donc quand il commence à pleuvoir, qu'il fait un peu froid, qu'il y a du vent, on laisse Netflix ou les autres divertissements de côté. On va faire au moins une séance de temps en temps sous ces conditions qui sont un peu redoutées. Alors, quelle serait la méthode la plus efficace pour être précis dans un JAP, donc jeu au pied, et avoir une bonne posture? Alors la méthode la plus efficace, c'est d'avoir un entraînement structuré. C'est les entraînements qui produisent les bons résultats et les grandes réussites, les coups de pied de la victoire réussis, les boucliers, etc. Donc la méthode la plus efficace, c'est de s'entraîner régulièrement. Là, j'invente rien, pas forcément tous les jours pour tout le monde, mais régulièrement.
Et dans cet entraînement, il faut qu'il y ait une routine d'échauffement, il faut qu'il y ait un travail technique via des petits skills, des ateliers proches des poteaux, ne serait-ce que 5 minutes. Ensuite, une séance classique, vous faites les tirs, les zones que vous voulez suivant votre objectif. Et ensuite, un défi de fin de séance pour se préparer à la pression du match et aux échéances de compétition. Ça me semble une méthode efficace. Et avoir une bonne posture. La bonne posture, comme j'ai dit, c'est une posture qui reste alignée, qui est gainée, avec un alignement entre tête et centre de gravité le plus longtemps possible, même si pendant les différentes frappes, à un moment donné, on doit baisser la tête, notamment dans le tir au but, notamment dans le drop, etc. Alors, faut-il essayer de voir son pied au moment de la frappe ou juste le ressentir? Bon, mais vu la vitesse que vous avez donnée à votre pied de frappe, c'est difficile de le voir. Ce qui peut être intéressant, c'est de voir et de fixer son regard sur la zone à contacter au niveau de la balle. Si vous la regardez bien, si vous fixez votre attention sub en général, la coordination entre l'œil et le pied fera le reste, donc votre pied viendra s'y positionner. Ou juste ressentir, alors ressentir que tu regardes ton pied, que tu regardes la balle, que tu butes les yeux fermés, le ressenti est extrêmement important. C'est des choses sensorielles qui s'apprennent un petit peu avec l'expérience, mais très rapidement on arrive à sentir et ressentir quand la frappe est bien contactée, quand la traversée a été complète, etc. Alors, comment gérer la pression? Des exercices pour la gérer. Encore une fois, vous prenez l'élément qui vous met le plus de pression en match et vous l'intégrez de manière édulcorée, comme à la manière d'un vaccin, à l'entraînement, à la fin de votre training. Donc vous intégrez du bruit, vous intégrez un peu de fatigue musculaire, vous intégrez du mouvement, si jamais vous butez, je sais pas, dans les grands stades et qu'il y a des supporters avec les drapeaux, etc. Il y a plusieurs façons de le faire. Alors, pour un niveau amateur et tendre vers un niveau professionnel, combien d'entraînements faut-il par semaine? Je sais pas. Ça dépend de ton niveau et puis même au niveau du jeu au pied, tu peux avoir un jeu au pied de niveau professionnel, faire des 100% tous les dimanches, mais si tu as, je sais pas moi, si tu n'as pas de passe, si t'as pas forcément de passe, que tu cours pas très vite, que t'as pas d'endurance, tu ne seras pas professionnel. Donc là, ça dépend tellement de la personne, de son âge, de son niveau, que m'aventurer à une réponse précise, ce serait risqué. Alors, comment décomposer sa séance de jeu au pied? Excellente question. J'adore cette question. J'y ai répondu il y a quelques instants, mais je vais le repréciser. 1. Échauffement sous forme de routine, 2. Travail technique, 3. Séance, 4. Défi de fin de séance et 5. Pour ceux qui veulent vraiment être des puristes, revenir proche des poteaux pour refaire un travail technique. Et vu que c'est en fin de séance, vous serez sous fatigue et ça permettra pour vous de voir si sous fatigue, votre technique est toujours propre, efficace, ou si elle est d'élite, et bien si elle est d'élite, d'avoir l'occasion de la retravailler. Ça, c'est dit comme ça. Là, on est à plus, je pense, de 30 vidéos de foire aux questions. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo, voire d'une formation entière, tant cette formule est absolument redoutable pour s'inscrire dans une progression et dans une progression et un haut niveau de réussite sur le très très long terme. Donc, je lâche ça comme ça. Si tu regardes cette vidéo jusque-là, c'est bénéfique pour toi. Beaucoup seront partis. Je le sais, mais c'est une question extrêmement pertinente. Comment bien décomposer sa séance de jeu au pied? Après, le jeu au pied, là, je le réduis un petit peu au tir au but. Si jamais on peut aussi faire des séances spécifiques tir au but, des séances spécifiques drop. Et puis, je pense que si on se rapproche des matchs, il faut pouvoir mixer un petit peu. Parce que en match, vous allez avoir besoin de tout un panel. Et il vaut mieux que ce panel soit frais. Donc quand vous vous rapprochez du match, essayez de faire voilà, quelques drops au début, quelques drops à la fin, faire quelques engagements, histoire de garder
le feeling gestuel, et puis après, le reste se passe sur les 5 étapes. Alors, comment être plus régulier? Déjà répondu. Comment gérer la pression? Déjà posé comme question. Pourquoi je suis plus précis de loin que de près? Alors ça, c'est un phénomène qui n'est pas si rare que ça. Quand on est loin, on a moins souvent de pression, moins d'appréhension, et souvent on aborde le tir au but de manière beaucoup plus relâchée. Voilà, c'est un tir lointain, on se relâche au niveau gestuel, donc au-delà de la pression qui peut être mentale, il y a aussi gestuellement et corporellement parfois des techniques qui sont plus complètes, plus abouties, qui vont plus loin, donc plus précis de plus loin. Mais c'est pas un cas isolé, et ça peut arriver un peu à chacun. Comment améliorer sa technique de frappe pour les dégagements au pied? J'essaierai de faire une vidéo à ce sujet. Il me semble pas en avoir déjà fait. Si je la retrouve d'ici le montage et la publication de la vidéo, je la mettrai en fiche en l'écran, mais je pense pas avoir abordé spécifiquement le dégagement. Même si encore une fois, il faut avoir le G-swing, il faut avoir une posture forte et les fondamentaux. Ce serait de ne pas tirer avec la pointe. Je ne comprends pas la question. Comment faire abstraction de ce qui nous entoure dans toutes les situations? Être focus sur ce que vous avez à faire. Et ce que vous avez à faire, c'est un beau, entre guillemets, un beau geste, une belle technique pour un beau résultat. Ça, vous avez une action dessus. Après, le cri, le mouvement ou les pics des supporters adverses, ça, il y en aura, il n'y en aura pas, il y en aura de dimanche en dimanche, vous n'avez pas trop d'action dessus, donc si ce n'est d'essayer de vous habituer et de rester concentré sur ce que vous pouvez faire vous de bien, pas grand chose en plus. Alors, comment dois-je me positionner pour un rendu plus précis? Alors, au niveau de la position pour être plus précis, de manière générale, plus votre geste sera orienté vers votre cible, plus votre technique va vers les poteaux, c'est-à-dire sans trop dévier, sans reculer après la frappe, plus vous serez précis. D'accord? Plus j'envoie de l'énergie dans cette direction, plus je vais être précis. Si je fais un peu ça, j'ai beaucoup moins de chances d'atteindre ma cible. Donc, essayez de rester focus et d'avoir une technique qui s'oriente vraiment vers ce que vous voulez. Comment être le plus régulier possible? Encore une fois, avoir une structure d'entraînement efficace, comme j'ai noté, de vous entraîner régulièrement, selon cette structure. Et puis, alors, comment prendre de l'assurance et être presque sûr et certain de passer la pénalité sans hésiter et chercher comment faire ou autre. Juste ne plus se poser de questions, bien sûr, avant les 40 mètres. Et maximum à 5 mètres de chaque ligne de touche. Car après, c'est un peu extrême. Alors, très longue question. Alors, prendre de l'assurance et être presque sûr et certain de passer la pénalité, là, c'est très clairement une question de confiance. Une question, entre guillemets, un peu de mental. Je mettrai une fiche en l'écran sur une des vidéos où je traite de comment prendre confiance et qu'est-ce que la confiance. Le coach de jeu au pied de Dave Alred, de Johnny Wilkinson, du nom de Dave Alred, dit que la confiance, c'est savoir où envoyer la balle précisément, donc avoir une cible, avoir un objectif tangible, précis et petit si possible, et avoir la conviction, réaliste bien sûr, que vous êtes capable de le faire. Si je veux aller jusqu'au bout de la pièce et que je sais que je suis capable de le faire, j'ai confiance pour le faire. Voilà. Là, c'est pareil pour le tir au but. Après, de manière générale, la confiance ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute ou qu'il n'y a pas d'hésitation. Mais dans un contexte de tir au but, vous avez le droit d'hésiter avant, de douter, de vous penser nul, de vous penser incapable avant le tir. Vous pouvez penser ça après le tir, mais pendant le tir, c'est on y va, je suis sur une position du terrain que j'ai déjà tapé, que j'ai déjà mis, je sais que je peux le refaire,
Il n'y a pas de... Je suis juste en match avec un peu plus de pression, mais si vous faites des défis de fin de séance, vous êtes déjà prêt. Donc ensuite, juste concentrez sur les leviers que vous maîtrisez. Alors comment travailler sa précision? En travaillant très proche des poteaux sur des angles très fermés avec une technique déjà stabilisée. Je sais que c'est des tirs qui ne se proposent pas en match d'être par exemple 5 mètres de la ligne de touche et 5 mètres de l'embut, mais si ces tirs-là, vous les réussissez encore et encore et encore sur des poteaux qui sont ouverts de cette façon-là, en gros, ensuite quand vous vous retrouvez sur le terrain 22 mètres face aux perches et que vous avez un angle grand ouvert, là, vous aurez réduit en fait les possibilités de votre trajectoire. Alors, quel exercice devrais-je faire pour être plus équilibré lorsque je botte? Il faut tout simplement travailler l'exercice d'équilibre sur un pied. L'équilibre sur un pied, donc unipodal et dynamique. Donc tout ce qui est exercice de proprioception, un petit peu de pliométrie, si je ne me trompe pas. Vous tapez ça sur YouTube, mais en général, sur tous les buteurs que j'ai pu regarder, analyser ou même coacher, il y a rarement une faiblesse au niveau de l'équilibre. Un enfant apprend très tôt à taper dans un ballon de foot, il est en équilibre sur un pied, c'est pas pour autant qu'il tombe ou qu'il se casse la gueule en arrière. Donc en général, ça pose pas trop de soucis, mais vous pouvez le travailler un petit peu style les exercices de kiné quand vous revenez d'une blessure à la cheville. Voilà, ça peut être une bonne base. Gérer sa pression en face et à 10 mètres. Alors, si c'est pour un tir en face des poteaux et à 10 mètres, il faut tout simplement les faire à l'entraînement et vous serez prêt. Quel est le déclencheur qui nous fait passer d'un taux de réussite moyen à celui d'un buteur très bon, au-dessus de 80-85? Il faut soit personnellement savoir corriger sa technique, savoir regarder des vidéos, analyser les fondamentaux, les points qui pêchent au niveau de la technique et trouver les exercices, les skills en rapport avec ce domaine-là. Donc du coup, vous allez progresser techniquement, donc forcément progresser au niveau de votre taux de réussite et encore une fois, d'adopter une séance structurée suivant les 5 étapes. Avec tout ça, vous allez par conséquent prendre confiance et ce sera un cercle vertueux. Travailler sa technique sur les points faibles, les points bancals, avoir des entraînements réguliers bien structurés et en général, voilà. Dans l'entraînement structuré que je vous propose en 5 étapes, on intègre l'entraînement sous pression, donc vous allez pouvoir atteindre 80-85% de réussite de manière assez naturelle en fait, en suivant cette méthode. Alors, interroge Rugby Bricks ou Dave Alred, il répond sur Instagram. Je lui ai déjà envoyé un message et il a répondu. Ah oui, c'est une réponse. Moi, je demandais à la personne qui remplissait le questionnaire, est-ce que tu as des questions? Et on me dit d'interroger Rugby Bricks ou Dave Alred. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Rugby Bricks, je suis depuis le début. Dave Alred, Dave Alred apparemment n'apprécie pas forcément les exercices que je propose sur Instagram, mais j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo éventuellement. Alors, comment faire d'un terrain à un autre? Alors, comment faire d'un terrain à un autre? C'est-à-dire, en gros, je pense, comment rester efficace sur un terrain qu'on ne connaît pas, un terrain à l'extérieur. Si le terrain, il n'y a pas de données particulières, comme un terrain en pente, etc., pour pouvoir rester efficace sur un terrain que vous ne connaissez pas et peut-être sur lequel vous allez jouer qu'une fois dans votre vie, il faut absolument que n'importe quel changement d'environnement extérieur, votre environnement intérieur soit constant. C'est-à-dire vous gardez la même routine et de position de ballon sur le tee, les pas de recul, la respiration, les pas d'élan, la frappe, le finish, notamment bien viser une cible après les poteaux. Ça permet de rester stable. Et ce qui est stable permet à votre taux de réussite de rester stable le plus haut possible, je l'espère, et ce peu importe le terrain finalement.
Après, s'il y a des terrains en pente, etc., et que vous n'avez jamais joué en pente et jamais pris par exemple des pas d'élan en pente, descendant ou montant, là il vaut mieux s'entraîner avant dans ce genre de circonstances et essayer d'arriver toujours de la même façon face au tee, d'accord, avec un buste vers le tee, pas trop proche si possible, et puis voilà. Alors, est-ce que mon geste est optimum pour le tir au but? Encore une fois, sans image, je ne peux pas donner mon avis. Mon Instagram pour m'envoyer vos vidéos techniques est présent en description. Comment le mieux sortir de son camp? Coup de pied du 9 ou dégagement de l'ouvreur? Alors, c'est une très bonne question. On a vu vraiment récemment, on va dire sur 5-10 ans, une évolution à ce sujet. Les numéros 9 prennent beaucoup plus l'initiative de dégager leur camp, surtout qu'ils peuvent être protégés par plusieurs de leurs coéquipiers derrière le ruck et ils économisent une passe de 10 mètres. Donc c'est 10 mètres de gagner. Même si le tir doit se faire de profil, ils peuvent avoir plus de puissance qu'un numéro 10 mètres derrière qui lui est face au jeu et qui peut plus facilement buter vers l'avant. Le plus efficace, ça va dépendre de votre appétence, de l'appétence de votre numéro 9, de votre appétence personnelle si vous jouez demi-mêlée. Pour ce style de coup de pied, il y a moyen de faire énormément de puissance avec le box kick. Donc c'est à négocier en fait avec votre partenaire, donc si vous êtes 9 avec votre 10 ou inversement, de vous mettre d'accord, de prendre le temps de faire différents tests, vous deux ensemble à l'entraînement pour voir quel est le plus efficace et puis dans quel contexte le 9 préfère prendre le tir, le 10 préfère, et puis c'est une sorte d'accord entre les deux, d'entente cordiale si possible. Alors, quels sont les bons exercices pour devenir puissant? Tous les exercices qui se rapprochent du G-swing sont plutôt bons. Comment entraîner son G-swing? Tout simplement en essayant d'être conscient d'amener son pied de frappe, donc sa jambe de frappe, donc son corps, mais surtout son pied de frappe, vers votre cible après la frappe. Pas que votre pied dévie et fasse des enroulés ou des frappes découpées. J'ai mis plusieurs exercices sur YouTube. Vous tapez G-swing, tir au but, je pense que ça doit sortir dans les premières occurrences. Donc voilà. Vous pouvez symboliser un J avec des plots à côté de votre tee et puis le but du jeu c'est que votre jambe de frappe suive ceci. Comment trouver une routine et un geste sans parasite pour avoir une frappe pure sur le tir au but? Alors, trouver une routine et un geste sans parasite. Alors pour moi, geste et routine, c'est pas la même chose. Une routine, c'est plus une succession de petits exercices qui vous font du bien, tant à l'échauffement qu'au niveau du moment de travail technique. Donc sans parasite, à ce moment-là, c'est vous qui choisissez ce qui vous correspond le plus, ce qui vous fait le plus plaisir. Il faut que ça reste ludique. Et après, un geste sans parasite, c'est une technique naturelle. Et la technique naturelle se trouve notamment via les frappes dites un petit peu instinctives, comme je l'ai dit en début de vidéo. Vous reculez, vous prenez vos pas et vous vous élancez en tapant de suite. Et là, en général, il y a déjà des micro-éléments ou des bons éléments gestuels qui sont naturels, vu que vous ne réfléchissez pas, c'est votre corps qui s'organise vers l'objectif de passer la balle entre les poteaux. Et vous pouvez vous appuyer sur cette base des tirs instinctifs pour que ça soit naturel et sans parasite. Après, il y a parasite quand on essaye de copier quelque chose qui n'est pas naturel pour nous. Par exemple, je prends un exemple personnel, mais le bras d'appel à 45 degrés, là, ici comme ça. Moi, je n'y arrive pas. Si je veux le faire, je dois beaucoup me concentrer dessus. Ça délite mon aisance gestuelle. Donc voilà, évitez de copier des choses qui ne vous correspondent pas. Et là, il n'y aura pas de parasite. Comment gagner en distance? Je passe. Comment gagner en puissance sans musculation des jambes? Encore une fois, soit via des étirements, soit avec une technique stabilisée, vous arrivez à mettre plus d'intensité via la vitesse sans la force pour gagner un petit peu de distance. Et puis des exercices de G-swing pour un meilleur transfert d'énergie. Comment améliorer sa puissance? Comment régulariser les buts en coin entre les 10 mètres et la ligne de touche? Tout simplement
en s'entraînant sur des tirs encore plus précis que ça, proches de l'embut. Notamment. Il y a d'autres choses, mais on va rester sur ça. Quels exercices? Point d'interrogation. Là, il manque des mots. Comment avoir... Comment avoir un tir linéaire et précis? J'ai l'impression de me répéter un peu dans les réponses, mais... Alors le tir linéaire n'est pas une fin en soi. Il y a de très bons buteurs qui enroulent beaucoup leur frappe, comme Christian Lealifano, comme... il y a qui d'autre qui enroule beaucoup? Lucas Méré, du coup, pour le coup. Donc un tir linéaire, si gestuellement votre naturel produit des enroulés, ben restez sur les enroulés. Mais après, pour avoir un tir précis, encore une fois, le G-Swing, hein. Il n'y a pas 10 000 secrets. Hein. Je me répète un peu malheureusement, mais... Comment être régulier? Je passe. Tout simplement, comment faire? Non, ça c'est fait. Avoir des exercices sur la course d'élan et mettre en place une démarche pédagogique pour les jeunes buteurs ou débutants. Donc, j'ai fait une vidéo pour les jeunes buteurs, notamment adolescents, qui va se recouper aussi avec des données pour les buteurs débutants. Je la mettrai en haut de l'écran. Il y a 4 ou 5 données, notamment sur les pas d'élan, qui doivent être en général plutôt faits en marchant. Les pas qui vous amènent vers votre tir et vers votre frappe en marchant et non en courant. Avoir des exercices sur la course d'élan. Après, il existe des exercices sur la course d'élan un petit peu ludiques, mais rien ne vaut l'expérimentation. Il y a 2 grandes écoles, soit en marchant, soit en courant, de manière crescendo. Le plus simple, c'est d'essayer les deux sur des périodes où il n'y a pas de match pour pas que ça perturbe votre technique. Essayez les deux, vous regardez ce qui vous correspond le plus. Il n'y a pas de réponse univoque. Hein. Des très bons buteurs qui marchaient, Owen Farrell. Il y a d'excellents buteurs qui couraient, Carter et Wilkinson. La démarche pédagogique pour les jeunes buteurs ou débutants, encore une fois, je vous renvoie vers la vidéo spéciale adolescent. Et puis, pour les débutants ou les jeunes buteurs, encore une fois, il y a les 5 étapes d'une structure bien structurée, d'une séance parfaite. Et essayer d'inclure le plus possible du ludique. Parce que quand on est débutant et qu'on commence, ce qui fait qu'on continue à buter et à persévérer dans le temps, c'est qu'on aime ça, que c'est chouette, que c'est amusant. Donc préserver le ludique via des petits jeux, des petits challenges, et puis essayer de faire ça à plusieurs, etc. Comment améliorer mon efficacité? Là on avance, là on est sur peut-être une petite heure de vidéo. Ça se répète beaucoup, on va essayer d'avancer. Alors, comment gagner en longueur sans forcer? Pourquoi les buteurs longue distance ne butent-ils pas de près? Alors, comment gagner de la longueur sans forcer? J'ai déjà répondu. Et pourquoi les buteurs longue distance ne butent-ils pas de près? Alors, c'est vrai que c'est 2 choses assez différentes, même si on peut faire les deux. C'est vraiment 2 styles de compétences, même si c'est le même geste, parfois très différents. Les buteurs longue distance se sentent en général à l'aise de loin parce que c'est leur zone de confort. On l'a vu, François Stein, quand il jouait au Racing, a eu des matchs où il était buteur en chef et non pas seulement des tirs longue distance. Et c'est pas les matchs où il a le plus enquillé. Alors pourquoi? C'est tout simplement des préférences et ces 2 champs peuvent être tellement accordé à un buteur en particulier qu'il est intéressant finalement d'avoir un buteur entre guillemets de près. Donc chacun a sa limite, hein. Parfois c'est 38, parfois c'est jusqu'à 45 mètres, des buteurs peuvent considérer être de près. Et puis ça permet un peu de dissocier parce que travailler trop longtemps la longue distance, souvent ça fait déliter la technique, donc on devient peu précis de loin et encore moins de près. Donc dissocier les deux et avoir 2 buteurs dans une équipe, c'est pas une mauvaise idée. Alors, comment bien prendre son élan avant de tirer? Ben, encore une fois, comme je dis, il y a 2 écoles pour les pas vers votre balle, soit en marchant, soit en courant. Il faut que vous testiez. Mais si on parle des pas de recul, ici, en général, il faut que, une fois que vous avez terminé vos pas de recul, il faut être positionné
grosso modo, sauf exception, à 45 degrés. À 45 degrés, donc je mettrai une photo pour que ce soit plus parlant. Mais si vous êtes... voilà, il y a les poteaux, le ballon, vous, là c'est 0 degré. Si vous êtes positionné ici, c'est 90, mais il faut être à 45 à peu près. Wilkinson était à 45 degrés pile. Lee Halfpenny est environ à 30-35. Dan Carter était... non, notamment Ronan O'Gara était à plus de 45 degrés. Là, on est sûr d'avoir bien pris son élan. Il faut que les pas soient réguliers, qu'ils fassent la même taille, qu'ils aient la même direction et que votre élan, à chaque fois que vous prenez vos pas de recul ou vos pas d'élan, il faut qu'il se passe la même chose. Ni plus ni moins. Comment est-ce que je peux améliorer mon taux de réussite? Avec une technique bien travaillée sur les fondamentaux qui pêchent et avec une séance bien structurée. Comment regagner en régularité sur ces instants de jeu? Donc je ne sais pas de quel instant on parle. Comment faire pour avoir une évolution pour un jeune tireur? J'ai pas envie de dire que l'entraînement est la seule clé, qu'il faut aller buter tous les jours, mais quand on est jeune buteur et que les choses se mettent en place au niveau technique, il faut au moins être régulier. Tout le monde a connu, enfin en tout cas une grande partie des buteurs ont connu la période d'aller buter tous les jours, au moins une fois dans leur vie, mais après le tout c'est d'être régulier, d'être bien accompagné, de connaître les fondamentaux, de connaître les exercices qui s'y rapportent, et puis encore une fois de prendre plaisir à y aller, à continuer, et puis via la pratique orientée vers les fondamentaux qui ont le plus grand effet de levier pour augmenter sa précision, mais tout se passera pour le mieux pour le jeune buteur. Après, ça dépend quel âge, si on parle de 4-5 ans ou de 12-13 ans, mais bon, le ludique avant tout. Comment, malgré la motivation et le travail, je ne suis pas performant? Là, il y a peut-être un souci technique. Il faut soit m'envoyer une petite vidéo sur Instagram, soit commander un coaching, tout simplement. Je pourrais peut-être t'aider. Comment faire pour travailler le mauvais pied aux jeunes? Alors, le mauvais pied. Dimitri Ashvili était un très bon buteur, un très bon pied gauche. Et lors d'une vieille émission, je n'ai jamais retrouvé l'extrait, mais dans les spécialistes rugby, il a dit qu'il ne savait rien faire du pied droit. Vu que son pied fort était le gauche et qu'il était bon du gauche, il vaut mieux parfois s'investir dans un élément qui est bon ou très bon pour devenir excellent, plutôt que de bosser le mauvais pied qui est médiocre pour juste le faire devenir passable. Alors pour un 10, ça peut être intéressant de bosser le mauvais pied sur les dégagements, parce que si jamais vous vous retrouvez coincé dans un moment sous pression, où il reste quelques secondes de jeu, où vous êtes à deux doigts de vous faire contrer et c'est la seule fois de la saison que vous tapez du mauvais pied et que vous trouvez une touche de 1 mètre, bon, ça peut être intéressant de travailler le mauvais pied. Pour le dégagement, pour le tir au but, c'est inutile. Pour le drop, c'est passablement inutile. Pour le coup de pied rasant, en général, le mauvais pied n'est pas forcément utile parce que peu importe si on est face au jeu de ce côté ou de ce côté, le bon pied pour le coup de pied rasant peut servir comme ça ou comme ça. Donc voilà. Mais travailler le mauvais pied, encore une fois, cibler les fondamentaux et avoir un travail ludique sur ces 10 fondamentaux avec le mauvais pied. Mais il ne faut pas en faire tout un pataquès non plus, à part si on veut vraiment être très bon sur les deux. Quelle méthode d'entraînement pour augmenter ma force de frappe du ballon? Mais la méthode d'entraînement, pour faire les entraînements de puissance, il faut avoir un échauffement très complet, parce que taper très fort très vite, c'est le meilleur moyen de se blesser et de se dérégler. Donc pour éviter de se blesser, un échauffement complet. Et pour éviter de se dérégler, prendre plus de temps que nécessaire. Bon, chez beaucoup de buteurs, c'est 0 minutes. Donc au moins faire 5 minutes, mais là peut-être un petit peu plus, proche des poteaux, à travailler la technique. Juste la réalisation gestuelle, juste que le corps retrouve ses habitudes, ses coordinations. Parce que même après un bon échauffement, si on commence 50 mètres face au poteau, ça ne marchera pas. Donc voilà. Et après, reculer progressivement, bien sûr. Une fois que vous avez fait un bon échauffement et une fois que vous avez travaillé techniquement pour être sûr que votre technique est réveillée en place, ne passez pas tout de suite 50 mètres. Faites 22, 25, 28, 30, 35, etc. Jusqu'à vous retrouver
en position de travailler la dite puissance. Et si jamais, je ne sais pas, moi, vous avez un souci quand vous arrivez aux 35 mètres, 38 mètres, que techniquement ça ne passe plus, ou vous avez perdu vos sensations, votre trajectoire de balle ne ressemble pas du tout à ce que vous faites d'habitude et vous loupez systématiquement le cadre, réavancez-vous, retravaillez les points techniques qui vous permettent de sécuriser ce que vous faites corporellement et ensuite vous reculez. C'est une bonne première étape. Mais la puissance, là, vu le nombre de questions qui est posé, je ferai des vidéos à ce sujet, voire même une petite formation en ligne avec des séances type, parce que je vois que c'est vraiment un besoin là, en relisant toutes ces questions. Alors, comment botter en match comme à l'entraînement? Tout simplement en s'entraînant à buter à l'entraînement comme au match, en renversant un peu le truc via le défi de fin de séance. Comment bien traverser la balle? En essayant de ne pas finir sur les talons, en essayant de finir après le tee et en appliquant encore une fois ce fameux G-swing. Je l'évoque tellement que ça en devient rébarbatif, mais il faut que votre pied de frappe s'oriente vers votre cible ou au moins vers les poteaux. Quelle est la bonne zone du contact du pied et du ballon? Sur le pied, c'est le pied dur, hein, j'en ai déjà parlé au début de la vidéo. Et sur le ballon, pour la majorité des cas, pas tous, c'est le bas-ventre du ballon. C'est-à-dire pas tout en bas sur la pointe, parce que c'est la zone de conjecture de réunion des 4 coutures, donc c'est une zone de résistance. Le bas-ventre du ballon, le tiers bas du ballon, à côté des coutures, parce que la couture est une zone de résistance et il faut que votre frappe puisse déformer votre ballon pour qu'il puisse encaisser et que vous puissiez lui transmettre le plus d'énergie cinétique possible. Quel angle faut-il avoir avant de frapper? Alors l'angle de balle, angle de... je sais pas. Comment gagner en puissance? Comment gagner en puissance de frappe? Ouais, c'est vraiment très demandé. Comment améliorer la restitution de force de frappe sur le ballon? Tout simplement en ayant un mouvement continu vers l'avant qui se prolonge après le tee, donc après la frappe. Au moment où vous contactez votre balle, ça c'est la balle, il ne faut pas que ça fasse ça, il faut que ça accompagne. Comment être précis quand on force? Quand on force, on n'est pas précis. Donc il y a déjà un petit peu la réponse dans la question. Comment se plonger pleinement dans son coup de pied, sur pénalité ou sur transfo? Prendre des points de concentration, comme je l'ai dit, qui ont vraiment un effet sur votre résultat. Se centrer sur sa respiration et être concentré sur les cibles. Comment allonger sa frappe? C'est une question de puissance. Comment bien gérer la pression des matchs? C'est fait. Routine d'exercice. J'ai récemment mis en ligne ma petite routine sur des séances de reprise ou des séances hors compétition. Je la mettrai en haut de l'écran, ça vous donnera quelques exercices de ma routine de travail technique, qui n'est pas ma routine d'échauffement. Mais routine d'échauffement, on fait des tours de terrain, on fait des montées de genoux, etc. On se chauffe musculairement, on travaille l'amplitude du mouvement, sans ballon, et puis c'est impeccable. Comment être propre dans tous ces coups de pied? En essayant d'avoir à chaque fois une posture digne, potable, c'est-à-dire à peu près droit, et en ayant une traversée, une jambe de frappe, un pied de frappe qui fait le chemin, qui se poursuit, avec un bon contact de balle en général, le résultat est 80% des cas assuré. Comment gérer le stress en tant que demi d'ouverture ou arrière? Essayer la relaxation, la méditation, essayez de se centrer sur ce que vous avez à faire dans vos missions. En tant que demi d'ouverture, c'est conduire le jeu, avoir de l'alternance, placer les avants. Et en tant qu'arrière, c'est placer le R1, le R2 et être très vigilant aux petits coups de pied par-dessus et aux grandes chandelles qui pourraient vous être assénées. Comment mieux gérer la pression en match? Comment être sûr de soi dans le jeu au pied? En passant du temps à s'entraîner, à travailler bien. En fait, le fait de travailler techniquement, de progresser, vraiment prendre du temps pour améliorer sa technique, ça va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats, et en ayant de meilleurs résultats, vous allez prendre confiance. D'accord?
La confiance, c'est pas simplement de se dire j'ai confiance en moi ou ce genre de choses, se répéter ça tout seul dans sa tête. Ça se base aussi sur ce que vous réussissez à réaliser. Donc si vous réussissez à réaliser une belle série de drops, je pense par voie de conséquence et sans trop s'en rendre compte, mais vous serez plus confiant dans vos drops. Comment prendre son élan, nombre de pas, décalage. Là, il y a plusieurs écoles, hein. Il y a des gens qui font qu'un pas d'élan, comme Percy Montgomery, il y en a qui en ont beaucoup plus. Il faut tester, encore une fois, je pourrais proposer des exercices autour des pas d'élan, mais c'est tellement dépendant de l'expérimentation et du goût de chacun que voilà, essayez différents types d'élan, plus ou moins loin, en marchant, en courant, en étant à 45 degrés plus ou un petit peu moins de 45 degrés, et puis vous sentirez bien là où vous êtes à l'aise. Alors, comment je dois faire pour ne plus tourner au moment de la frappe? Tout simplement, vous vous mettez des plots de part et d'autre de votre tee, vous faites votre chemin d'élan avec 50 cm de chaque côté et vous suivez ce chemin, quoi. Comme ça, vous vous engagez vers les poteaux au lieu de tourner. En même temps, si votre pied tourne, là, imaginons que la caméra représente les poteaux, si mon pied tourne, ma posture va tourner instinctivement. Donc, amenez votre pied de frappe tout droit et puis le reste suivra. Quel est le matériel pour bien progresser? Des tees de qualité. Si vous avez choisi vraiment votre tee, ça y est que vous l'avez, au moins l'avoir en 2 exemplaires. Avoir un lot de balles, 5-6 balles, ça commence à être intéressant. De bonne qualité, tout ce qui est Gilbert, réplica, les ballons de plage, vous oubliez. Des crampons entre guillemets haut de gamme pour avoir une qualité de matériel. C'est bien beau de acheter pas cher, mais le crampon ne vous restituera pas, le ressenti ne sera pas bon. Donc prenez des crampons dans lesquels vous êtes à l'aise au niveau du pied et qui vous restituent des bonnes informations au niveau de la frappe. Pour revenir sur la question du ressenti et des sensations dont on a parlé il y a longtemps. Alors, tout ce qui est maintenant travailler la précision, la puissance, etc., je les relis pas, hein, je passe, à part si c'est bien formulé et que ça me permet d'apporter des compléments. Que faut-il travailler? Ordre de priorité pour améliorer son jeu au pied et l'utiliser efficacement. En priorité, ça va être les fondamentaux. Il y a 3 fondamentaux qui sont communs à tous les styles de coup de pied. La posture forte, alignée donc. Le D-swing avec un pied de frappe qui s'oriente vers la cible, mais en général, si vous orientez votre pied de frappe vers la cible, la jambe va suivre et le corps entier suit. Et si votre corps entier suit, ce sera plus précis, plus puissant naturellement parce qu'il y aura plus d'énergie transmise. Ça, et ensuite un bon contact pied-balle, donc avec le pied dur. Ça, c'est les 3 fondamentaux. Donc ça, c'est si tu veux une ordre de priorité, le D-swing, parce qu'il y a souvent des manquements, la zone du pied, parce qu'il y a des manquements mais moins souvent, et la posture. Ça reste un fondamental commun, mais en général, des postures qui flanchent, des postures faibles, j'en vois très peu. Avoir plus de puissance et me donner un bon entraînement que je puisse faire tout seul. Je ferai une formation vidéo sur les entraînements à faire seul pour gagner plus de puissance. Est-il absolument nécessaire de se muscler les jambes pour augmenter sa puissance? Ça peut, mais pas forcément. Et on arrive à la dernière question. Quel est ton rituel? La routine de match et d'entraînement. Avec quelle partie du pied tapes-tu le ballon? Même si j'ai vu ta vidéo sur le sujet. Alors cette année, je n'ai pas pris de licence. Donc les dernières routines que je faisais en match, je sortais une demi-heure avant parce que c'était difficile de sortir encore plus tôt. Routine. Je passais du temps 18 mètres, 20 mètres pour juste m'appliquer à bien traverser la balle et à finir après le tee. Et j'intègre plus ou moins là et la traversée et le D-swing. Et après, je passais du temps 22, 25 mètres face de poteau, 28 mètres. Et ensuite 22-15 de chaque côté, parfois 22-5.
pas plus, parce que ça passe vite, une demi-heure. Routine d'entraînement, ça dépend un peu des objectifs de la séance. Au niveau de l'échauffement, j'essaie d'avoir 4 étapes. Tour de terrain avec montée de genoux, etc. pour préparer musculairement. Après, je fais tout un travail sur l'amplitude du geste. Et en dernier, un petit travail avec ballon de foot, dribble, etc. Et ensuite, travail technique, où je fais des exercices où j'essaie de franchir des portes, où je mets des plots pour bien faire terminer mon pied de frappe en direction de la cible, donc le G-swing, etc. Mais ça, j'avais mis une vidéo à ce sujet. J'essaierai peut-être de refaire une vidéo sur les rituels. Après, j'ai pas de rituel dans les vestiaires à mettre la chaussure droite en première ou quoi. Pas forcément superstitieux à ce niveau-là, mais voilà. Mais avec quelle partie du pied? Avec le pied dur, le plus souvent. J'ai essayé le drop du talon, mais ça marche pas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va clôturer rapidement. Ça fait plus d'1 heure, c'était long. Si tu regardes cette vidéo jusque-là, et si tu n'es pas encore inscrit sur ma newsletter, je te conseille vivement de cliquer sur le premier lien en description parce qu'il y a 5 vidéos bonus, mais surtout il y a plusieurs jeux concours, il va y avoir des carnets du buteur à gagner, il va y avoir des tis à gagner et il est fort probable que je les réserve uniquement à ma newsletter, que je ne fasse pas trop d'annonces sur YouTube, sachant que je ne sais pas trop comment le déconfinement va se faire, va se pérenniser, si on va être de nouveau confiné, donc là je pourrais plus aller tourner, donc on va faire comme ça, donc pense à t'inscrire, à cliquer sur le premier lien de description, et si tu es déjà inscrit à la newsletter, donc tu reçois un mail par semaine de Culture Rugby, pense à le regarder de temps en temps, et puis au pire de taper dans la barre de recherche Culture Rugby, si jamais il y a des jeux concours qui se profilent, et il y en a 2 qui vont se profiler très très bientôt. Donc je te remercie pour le visionnage, à très bientôt, c'était Vincent, ciao.